Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais finalement à Toulouse, ça s'est passé comme partout en France. L'occupation des théâtres s'est terminée en cacahuète. À Paris comme à Nantes, à Strasbourg comme à Toulouse. À Toulouse, où à la demande de la direction du théâtre, les forces de police ont procédé à cette évacuation, ont affirmé les occupants. La direction de son côté parlant plutôt d'une évacuation acceptée par les occupants, sous injonction d'un huissier et sous le regard observateur de la police, ce qui revient finalement au même. C'est la direction du TNT qui a demandé à ce que l'on procède à cette évacuation. Alors même que, disent les occupants du TNT, ils étaient en train d'élaborer un protocole de fonctionnement avec des membres de l'équipe du TNT permettant à cette occupation de perdurer tout en garantissant l'accès des spectateurs au théâtre qui venait de réouvrir. Équipe du TNT qui, de son côté, nous dit ne pas avoir été mise au courant de cette demande d'évacuation. Il y aura sans doute un avant et un après, m'affirmait la semaine dernière un salarié du TNT. Personnellement, je me sens trahi par cette direction. Mais me direz-vous, pourquoi continuer à occuper les théâtres alors qu'ils venaient d'obtenir leur réouverture ? Pourquoi cette volonté d'occupation kafkaïenne, surréaliste, hors de propos ? Eh bien tout simplement parce que ce mouvement d'occupation initié par des salariés précaires du spectacle, mais aussi d'ailleurs, intermittents de la restauration, du spectacle, mais également intérimaires de tout poil, eh bien, leur revendication avait un mot d'ordre principal, le retrait de la réforme de l'assurance chômage et non la réouverture des théâtres, comme l'a laissé penser pas mal de directeurs de théâtre, le ministère de la Culture et la plupart des médias lorsqu'ils évoquaient, pas très souvent d'ailleurs, ces mouvements d'occupation. Pour vous en persuader, souvenez-vous de l'intervention de Michel Vier, le représentant de la CGT Spectacle à Toulouse, le 9 avril dernier, à ce micro de Caramel Mou. Il l'a assez répété. Alors justement, que reproche-t-on à cette réforme de l'assurance chômage ? Eh bien tout simplement sa volonté de réaliser des économies. Le gouvernement parle de 2,3 milliards d'euros en jouant au moins sur deux niveaux. La révision des règles d'éligibilité à l'assurance chômage. Il faudra à partir du 1er juillet pour avoir droit au chômage avoir travaillé 6 mois au lieu de 4. La période de référence passant de 28 mois à 24. Et deuxième point sur lequel le gouvernement pense faire des économies, c'est sur la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence qui permet de fixer le montant des allocations journalières versées. Il sera à partir donc du 1er juillet calculé à partir des revenus perçus sur une période de 24 mois précédant l'inscription à Pôle emploi, revenus divisés ensuite par le nombre total des jours de la période et plus comme actuellement par le nombre de jours travaillés. Le différentiel était pour certains intermittents tellement important que le gouvernement jupitérien a rajouté à la va-vite dans son décret de mars 2021 un dispositif plafonnant à 43% maximum le différentiel entre le calcul actuel et celui qui va prendre sa place le 1er juillet. Mazette, 43%, c'est presque une amputation de moitié. Vous comprendrez maintenant pourquoi cette frange du salariat précarisé, intermittent du spectacle, de la restauration, intérimaire et autres n'en veulent pas de cette réforme. Et c'est pour revenir sur tout cela, mais aussi pour parler de la situation dans les théâtres, de l'histoire de l'assurance chômage,
de celle des intermittents du spectacle, de la précarisation de certains salariés, du bilan de ce mouvement d'occupation que certains acteurs culturels toulousains, venant du théâtre, mais aussi des maisons de jeunes et de la culture, venant d'autres secteurs, de la danse, du spectacle vivant, organisent une conférence, rencontre avec sur scène syndicalistes, acteurs du spectacle vivant et universitaires, et dans la salle des citoyens en manque d'informations ou pas, afin de comprendre les enjeux de ce moment de crise que nous venons de vivre, les tenants et les aboutissants. Ça ne sera pas une AG, mais bien un moment d'échange, d'information, d'éclairage historique, d'analyse sociale. Ce moment-là aura lieu mercredi prochain, 16 juin, au Théâtre Sorano, de 17 à 19h. Campus FM y sera également pour capter ces échanges, sans doute passionnants, au moins éclairants, pour ensuite les diffuser sur ces ondes. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de musique et de chansons avec deux artistes qui viennent de sortir un album chacun. Celui de Claire Gimat s'appelle Sorcière. Celui d'Orcival, alias Julien Boutard, s'intitule Time is Coming. Orcival qui est arrivé dans ce studio, accompagné par Ludovic Schmitt, le trompettiste. Musique vivante donc et jouée en direct à prévoir d'ici la fin de cette émission. Et puis vers 18h45, c'est promis, c'est juré, nous retrouverons notre bon professeur Thibaut pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque et néanmoins érudite. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté vieille de 1 an, puisque c'est en mai 2020 que les Fanflures ont sorti leur dernier album, La Rumeur d'Or. Depuis, pas beaucoup de moyens d'écouter sur scène cet album allègre, funky en diable et tonitruant. Quelques passages dans les rues toulousaines de juin à septembre 2020, un passage dans le hall du Théâtre des Mazades à peu près à la même période, un concert en ligne en direct du Métronome en mars 2021 et depuis le calme plat. Alors accueillons comme il se doit la nouvelle. Les Fanflures joueront le 25 juin prochain dans le jardin Michelet à Bonnefoy, derrière le centre culturel Bonnefoy, centre Bonnefoy qui pour l'occasion clôturera sa saison 2020-2021. Une saison qui finalement ne laissera pas beaucoup de souvenirs. En attendant, les Fanflures au jardin Michelet à Bonnefoy le 25 juin à 20h30, c'est le retour de l'esprit funky dans les fanfares. À noter que les Fanflures sont également programmées dans le cadre du festival Surgère Brass Band à Surgère dans les Charentes le 17 juillet prochain. Les Fanflures de temps en temps, extrait donc de La Rumeur d'Or, leur dernier album, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Bad boys, get your horns, make it funky, groove that city. Bad boys, get your horns, all the people want that noise. Gentil. Non, on n'a jamais le droit de dire des bêtises. Crois aux gentils, aux méchants, que le monde est noir ou blanc. Oui, nous on est méchants, ouais t'es méchant. Ouais t'es méchant. Ouais t'es méchant. Y'a-t-il des gentils, des méchants, le monde est juste noir ou blanc. Ce que je vois, c'est que il y a les gens du pouvoir, il y a les gens du vouloir. Vouloir n'est pas pouvoir, circuler y a rien à voir. Comme des moutons coincés dans le noir. On a appris à rester dans l'enclos, à parler poliment à ceux qui nous regardent en haut. La politesse est une façade à escalader, pour voir la mer d'entasser de l'autre côté. Rien n'est plus
violent qu'un polynésien parlant calmement pour demander à tous de lui sucer le gland. Il serait temps d'y mettre les dents. Lâche la verbe ou un verbe lèche. Moi je préfère passer pour un connard qui tire ses flèches. Je clame ma liberté d'expression, celle d'insulter les cons, d'être malpoli et véritable plutôt que de passer sous la table. Régulièrement, c'est trop bon d'insulter les gens. De temps en temps, on a tous besoin d'être méchants. De temps en temps, de temps en temps. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Vous êtes toujours sur Campus 94 MHz, c'est toujours Joe Kangourou et l'émission c'est Caramel Mou. Bonsoir Claire Gimat. Bonsoir. Vous venez de sortir un album en avril dernier, album Les Sorcières, dont vous étiez déjà venu nous parler au mois de janvier-février dernier. Par la magie du téléphone, nous étions encore en confinement et avec interdiction de faire des émissions dans ce studio. À ce moment-là, on correspondait par téléphone, c'était assez sympathique et assez simple pour fabriquer des émissions. Et à ce moment-là, on avait un peu parlé de cet album. Depuis, on a pu l'écouter, on a pu longuement l'écouter. Et la première question que j'aurais envie de vous poser, ces sorcières qui font le titre de cet album, c'est qui ? Elles viennent d'où ? Elles viennent de... l'album raconte beaucoup d'histoires de femmes qui ont un espèce de... qui bouillonnent, qui ont une envie d'exprimer, de voir, d'exploser. Et donc, il y a cette sensation d'être à l'étroit et d'essayer de trouver un chemin à suivre qui n'est pas forcément celui qui est attendu ou qu'on connaît. Et donc, la figure des sorcières, elle a ce côté un peu... inspiratrices, les figures des sorcières, qu'elles ont été persécutées, victimes de violences parce qu'elles avaient un savoir, des comportements, etc., qui pouvaient déplaire, qui étaient jugés inappropriés. Et donc c'est cette envie-là de peut-être utiliser une force, enfin de faire résonner ces figures-là pour trouver soi-même comment chercher son propre chemin, quoi. Et un album, Les Sorcières, qui permet une galerie de portraits de personnages plutôt inquiétants et de situations assez oniriques. On y retrouve des ogresses plutôt impressionnantes, des inconnues mystérieuses, une aviatrice perdue dans ses nuages, une vestale vaporeuse à la poursuite d'un arbre dans la nuit, une baronne toxique, un cœur de pleureuse, une jeune fille partant à la chasse aux monstres. On y voit aussi des terreurs nocturnes, des sorcières des sous-bois. Un univers que je trouve plutôt sombre, plutôt fantomatique, entre obscurité maléfique et clair-obscur inquiétant. D'où vous vient cette dominante inquiétante qui infuse tout cet album? Je pense qu'en fait, mais c'est amusant, moi je pense qu'il y a des gens qui relèvent plutôt le côté solaire, et effectivement il y a cette part sombre aussi dans l'album. Je pense que il y a un côté un peu mélancolique de toute façon dans mon écriture, et souvent on part justement de cette difficulté, je pense, à vivre cette sensation de se sentir à l'étroit, et ça vient un peu de là. Et il y a cette chose de lâcher un peu les chiens et d'arrêter de se retenir, d'arrêter d'être poli, gentil. Et donc ce qui sort est pas forcément non plus tout le temps très
très joyeux, solaire. Ça peut aussi être des monstres. Et donc, il y a cette chasse aux monstres où finalement, elle devient un monstre elle-même, alors qu'au départ, elle part vaincre le monstre. Donc, il y a plein de quêtes comme ça, où voilà, celle qui court après l'or, mais elle veut pas que le jour revienne parce qu'elle veut rester dans la nuit. Mais pour moi, ce côté obscur, c'est aussi, ça résonne avec tout ce qui est de l'ordre justement de la nuit, du rêve, et donc qui est en dehors du réel, mais qui résonne avec le réel, et c'est toute la part, l'endroit où on peut imaginer plein de choses, projeter plein de choses, et finalement on le réinjecte aussi dans le réel après, donc il y a un côté poreux quoi, entre les deux, et c'est ça qui m'intéresse. L'écriture, justement, vous écrivez comment, sous quelle influence? C'est vrai qu'il y a une écriture très onirique, très surréaliste, où les descriptions de personnages se mélangent aussi avec les impressions et avec le ressenti que vous voulez donner. Vous écrivez comment? Moi, j'écris beaucoup à partir d'images, en fait, ou de sensations physiques. Souvent, je vais avoir une image de... l'orme, par exemple, il existe vraiment, il est dans le jardin de mes parents, et c'est un très vieil orme qui a 400 ans. Et donc, voilà, je l'ai imaginé marcher, s'en aller, et c'est cette course-là, donc j'imagine moi ce que je vais faire derrière. Et donc, voilà, il y a les mérous, les corneilles aux yeux de verre, etc. Il y a toute cette ambiance-là qui va se dérouler après. Et effectivement, j'aime beaucoup l'univers surréaliste, parce que j'aime bien quand... pour moi, j'adore quand les choses ne vont pas les unes avec les autres, ou quand on est surpris du contact entre des choses, et je trouve que ça révèle d'autres niveaux, quoi, et ça peut interroger des choses en nous, et moi ça me parle, c'est quelque chose qui m'anime, quoi. Ça veut dire quoi là aussi au niveau de l'écriture? C'est un travail qui est régulier, c'est une façon de revenir souvent sur la page pour des ratures, changer des mots, ou ça vient d'un seul jet et puis ça vient quand ça vient? Alors ça vient quand ça vient. j'ai pas trop cette habitude, et il y a des gens qui écrivent tous les jours un petit peu et tout ça. Moi c'est pas comme ça. J'aime souvent, c'est quand je suis à l'extérieur que je m'y attends pas, que j'ai les premières idées qui viennent, et là souvent ça va commencer à se dérouler un peu. Il y a des mélodies qui viennent se mêler au texte, et après je vais passer du temps à finaliser et à écrire. Ça me prend du temps, mais il n'y a pas beaucoup de ratures. J'élimine peu de choses que j'écris, mais j'ai pas non plus une écriture fleuve, etc. J'ai une façon de faire assez rythmique, où je vais me dire les paroles, et de suite, du coup, ça va prendre une forme finalement qui est musicale, et qui va un peu rester telle quelle, quoi. La musique, question bateau, mais la musique avant les paroles, ou c'est les paroles qui donnent le sens de la musique et qui donnent la cadence? En fait, ça dépend des fois. Parfois, ça va être une phrase musicale, parfois ça va être des mots, et ça vient très vite ensemble. Je fais peu d'accompagnement avant de faire la mélodie, parce que je me sens souvent bloquée, parce que voilà, mais la mélodie et le texte viennent beaucoup ensemble. Dans Les Sorcières, c'est votre premier album, n'empêche que c'est pas la première fois que on entend parler de vous. Vous êtes quand même sur scène à Toulouse depuis un moment. Ça veut dire que toutes ces chansons, c'est des choses que vous avez d'abord jouées sur scène, expérimentées, travaillées sur scène? Oui, il n'y en a pas une seule que j'avais pas jouée sur scène avant d'enregistrer l'album. Après, il y en a qui datent de plus ou moins longtemps, il y en a qui sont quand même assez récentes, d'autres qui sont assez vieilles. Et que... La scène, c'est d'abord le lieu de votre métier, plutôt que le studio et le bureau pour écrire? Oui, je pense que moi, ça a commencé par être le bureau pour écrire, mais il y a longtemps, quoi, avant les premières scènes. Et puis la scène a vite pris le pas, oui, je crois que j'ai vraiment ce goût-là d'aller expérimenter, et puis c'est quand même une adrénaline et des sensations assez folles qui sont super, et que, on a un peu oublié ces derniers temps, mais et voilà. Et après l'enregistrement, ça l'était pas jusque-là, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album, même si c'est super stressant, parce que tout reste, quoi. Il y a une trace de tout ce qu'on fait, donc voilà, quand on a tendance à vouloir que tout soit bien comme il faut, c'est compliqué. La chanson, vous n'y étiez pas forcément prédestiné. Votre milieu familial est plutôt théâtreux. Même vous avez plutôt commencé par vous destiner à la scène, mais à la scène théâtrale. La chanson, c'est arrivé comment? La chanson et la musique, puisqu'on en parlera juste après. C'est vrai que vous faites des chansons, mais la musique a aussi une place très importante dans votre travail. Mais bon, la chanson, vous y êtes arrivé comment en commençant par le théâtre? En fait, c'est vrai que j'ai baigné dans le théâtre et que je faisais du théâtre, mais en fait la musique est venue très tôt, et comme j'écrivais aussi, en fait ça s'est mêlé dès l'adolescence. J'ai mêlé l'écriture et j'ai composé assez rapidement des petits trucs au piano, mais voilà, donc ça a été l'écriture des chansons qui est venue en premier.
Et ensuite, du coup, j'ai fait des études de musique après le bac. Et j'ai fait des études de théâtre aussi, mais je pense que j'avais trouvé une voie, disons, d'expression plus... où c'était un peu... Voilà, ça m'arrivait souvent d'écrire, etc. C'était assez spontané comme média, quoi. Et c'est vrai que le déclic, il vient quand, à la limite, entre écrire une pièce et écrire une chanson? Oui, c'est vrai que j'écrivais aussi quand j'étais gamine des petites pièces pour mes cousins, mes cousines et tout ça, les pauvres. Mais je pense que je sais pas vraiment comment ça s'est fait. Peut-être aussi l'envie de se décaler par rapport à ce que faisaient mes parents, parce qu'ils étaient moins dans la musique, même si ils pratiquaient un peu aussi, mais... Comme ça. Donc on va parler un peu de musique. C'est vrai que vous écrivez une écriture très onirique, très, très surréaliste aussi. Il y a quand même des scènes que vous écrivez qui semblent sortir de nulle part. Mais contrairement à pas mal de chanteurs, même de votre génération, on sent que la part de musique est importante pour vous dans la chanson, avec des longues plages que vous laissez dans vos chansons, des chansons qui font 5 minutes 30, où effectivement il n'y a pas que du couplet-refrain, mais il y a de longs passages où on entend l'orchestration qui reste assez minimaliste, piano, quelques cordes, un peu de bidouillage électronique. La plupart des morceaux sont construits autour de cette base-là, surtout ce que moi je qualifierais de sombre. Après on parlera de celui qui entame le disque et de celui qui le finit, qui sont complètement différents, et là où il y a une instrumentation un peu plus foisonnante, mais la plupart des morceaux constituant cet album sont plutôt une instrumentation et des arrangements très minimalistes. Mais c'est vrai que cette part de musique, vous avez l'air d'y tenir énormément dans vos chansons. Oui, pour moi c'est super important, et je crois que en fait j'ai une écriture musicale aussi qui raconte les histoires qui sont mises en scène dans les chansons, donc je vais vraiment suivre un peu l'histoire, et je veux qu'on se sente quand on est à bout de souffle, quand on a peur, quand il y a du vertige, quand il y a je sais pas, tout ça j'ai envie de le faire transparaître aussi musicalement. Et après je pense que j'ai chanté pas mal de flamenco ou d'autres musiques plus traditionnelles où les mélodies sont assez riches au final, et on voyage beaucoup, donc j'ai ce truc-là que j'adore moi aussi quand je chante, en fait, expérimenter, aller chercher les petites notes auxquelles on s'attend pas, etc. Et pareil au niveau des arrangements, du coup j'aime bien fouiller, aller chercher de manière assez minutieuse. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce substrat musical vient renforcer un peu le côté, je redis toujours, très inquiétant de vos chansons, et que effectivement ça sert d'habillage à ce qui est énoncé dans vos textes. Oui, c'est ça. Après, du coup, ça dépend des chansons, parce qu'il y en a qui sont quand même moins sombres, et effectivement, c'est les arrangements les plus foisonnants. Peut-être pour compenser, du coup, j'ai dû... je me suis dit, non, il faut que ce soit solaire, donc j'ai envoyé... Non, je sais pas. Mais oui, dans celles comme Grain de nuit qui clôture l'album, effectivement... Après, il y a un côté souvent un peu contemplatif, de transe presque, dans ces morceaux-là, oui. Et alors, c'est vrai que vous êtes quand même un peu coquine sur ce côté-là. Vous entamez l'album avec un morceau très solaire, une immersion dans un tableau de Dali, le morceau s'appelant d'ailleurs Dali, pour les gens qui ont le net, parce qu'il y en a qui l'ont pas, c'est vrai, il y en a encore qui ne l'ont pas. Mais la plupart l'ont. Allez sur YouTube, il y a le clip de cette chanson qui est assez magnifique. Et donc une immersion dans un tableau d'un texte très coloré, très imagé, très surréaliste. On parle quand même de Dali. Et puis il y a cette dernière chanson qui s'appelle Tu bats des cils. Grain de nuit, la dernière, non? Ah non, oui. Non. Moi, sur l'album tel que vous me l'avez donné, c'est Tu bats des cils, le dernier. Mais c'est peut-être pas la version définitive. Hein. Parce que celle-là, c'est la troisième. Ah, ouais, c'est possible. Et ben voilà. Ah ouais. Ouais. Donc moi, je l'ai en dernier. Ah mince, oui, d'accord. Voilà, sur la version de l'album que vous m'avez envoyé, mais c'est vrai, il y a un petit moment. J'ai pas réactualisé. Voilà, c'était le dernier. Et je me disais, celle-là, elle est très charnelle, très sensuelle. Et entre les deux, il y a le côté un peu fantomatique, sombre et tout ça. Je me disais, c'est une façon un peu étonnante de construire un album avec un morceau très éclatant en premier et un morceau très charnel en dernier. Donc bon, c'est tout faux puisque vous avez rechangé l'ordre sur l'album définitif, mais c'est vrai qu'il y a ces deux chansons qui sont complètement hors répertoire, qui sont complètement différentes, et par les textes, mais aussi par l'instrumentation. Oui, mais pour moi, il y a Sorcière aussi qui est assez solaire.
où il y a cette histoire d'aller chercher la sorcière à la fin. Bon, d'accord, elle dit, bon, même sur le bûcher, nous chanterons. Oui. Ça, on peut trouver ça solaire. Moi, j'ai plutôt l'habitude de trouver ça un peu dramatique. Oui, mais après, bon. Oui, mais s'il y a cette idée de se lancer à corps perdu comme ça, de plus, mais c'est vrai. Oui, ça doit être un problème générationnel. Non, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, oui. Au niveau musical, en tout cas, elle a ce côté très rythmique aussi qu'ont les deux autres. Mais oui, non, c'est vrai. En plus, là, du coup, en parlant, je me rends compte que oui, c'est assez sombre. Mais c'est vrai que par contre, l'entrée dans l'album est éclatante. Cette chanson, Dali, elle vient de quoi? C'est l'observation d'un tableau, donc un tableau où des cygnes se reflètent dans un lac et le reflet, c'est des éléphants. C'est donc ça. Vraiment un thème très dalien. Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment la vue de ce tableau qui vous fait écrire ce texte? Oui, complètement. Mais du coup, je pense que ça allait bien avec l'album dans cette idée-là aussi, où c'est des cygnes et finalement le reflet, ce sont des éléphants. Et du coup, il y a cette complexité-là et finalement, on paraît pas ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on paraît. Bon, bref. Et du coup, je pense qu'il y a j'avais envie d'avoir cette multitude-là de possibles. Et dans mon album, je pense qu'on sent en même temps, c'est un côté hyper ouvert, d'avoir envie de faire plein de choses, de s'aventurer, etc. Et en même temps, un côté un peu renfermé sur soi-même, avoir du mal socialement à s'intégrer, qu'il y a dans la Viatrice. Et finalement, elle finit par exploser en vol. Évidemment. Elle reste dans ses nuages. Oui, mais c'est une handicapée de la vie. Exactement. Bien vu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'handicapés de la vie dans cet album. Mais et en même temps, une soif je pense, de déplacer et de dépasser tout ça et de rentrer de plein pied dans la vie, mais avec, des petites difficultés. Oui, quelques petites difficultés. Pour continuer à parler de la musique, et après on en restera là pour cet entretien, on l'aura compris, vous êtes quand même quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses toute seule, autant l'écriture que le pré-maquettage et des choses comme ça. Vous allez fouiller dans votre ordinateur pour trouver du son, rajouter des choses. Il a quand même bien fallu passer en studio. Et là, pour le coup, vous vous êtes fait aider. Ça n'a pas été trop difficile de faire intervenir des gens qui ne venaient pas de votre univers pour leur dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, ça a été pas évident, mais j'ai travaillé avec Arthur Guillard là, sur les arrangements, les prods et tout ça. On peut avoir plus mauvais accompagnateur, ça, je vous l'accorde. Il était quand même très à l'écoute, etc. Après, c'est vrai que, bon, voilà, il y a eu des allers-retours, pas mal de discussions et tout ça, parce que, oui, moi, j'ai pas livré totalement la chose en disant, bon, ben voilà, je regarde plus, et puis après, je prends le produit fini. Donc, mais il était totalement OK avec cette manière de travailler. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc, il a apporté vraiment sa touche, des couleurs qui donnent vraiment quelque chose à l'album et une identité aussi à l'album. Arthur Guillard, clavier, pianiste de pas mal de formations ici à Toulouse. Il y en a une qui fait plutôt dans le new funk. J'arrive plus à me souvenir le nom, avec une chanteuse qui a une voix. Voilà, avec une chanteuse qui a une voix assez magistrale. Il était venu ici au mois de février pour nous présenter les morceaux qu'il avait écrits dans le style Blaxploitation, assez rigolo à écouter, et qui est un des grands musiciens, mais surtout un des grands ingénieurs du son ou des réalisateurs d'albums à Toulouse, qui travaille avec pas mal d'autres musiciens. Bon, écoutez, Claire Gimat, merci d'être venu nous parler de cet album. C'est bien une des premières fois dans cette émission qu'on le fait en deux fois. Une version, j'allais dire, en playback, en différé, une version en direct. Et là, on va se quitter. J'ai pas pris les morceaux les plus solaires, je dois vous l'avouer. J'allais pas raconter pendant 20 minutes que je trouvais l'album sombre et passer Dali. Ça aurait été un peu incohérent. Donc on va passer dans le noir. Et rien que le titre, on voit dans quelle atmosphère vous nous amenez. Oui. Et dans l'atmosphère de plein de rêves et tout. En rappelant quand même que le 15 juin, vous êtes au Bijou. Et ça, c'est quand même un moment important pour vous, le retour à la scène. Oui, et le 13, là, au Café Plume. Et le Plume, c'est dans le Tarn. On sait jamais. Voilà, mais il y en a qui aiment bien. Il y en a même qui viennent en vélo. Donc, alors cela, oui, bravo. Et en fait, le Bijou, il reste de 2 places. Donc bon, ça va être compliqué, mais vous pouvez vous précipiter. Et après, sinon, on va jouer à Bonnefoy pour la sortie de résidence au Centre culturel Bonnefoy le 18, vendredi 18 à 18h. Voilà. Aussi, c'est ouvert. Très bien. Donc vendredi 18, c'est-à-dire la semaine prochaine, vendredi prochain. Donc 2 occasions pour voir Claire Gimat à Toulouse cette semaine. Le 15, c'est au Bijou. Il reste 2 places. Je vais en prendre une. Et donc l'autre, c'est le 18, vendredi prochain, à Bonnefoy. Et tout de suite, on écoute donc un morceau extrait de ce premier album de Claire Gimat, Les Sorcières. Et le morceau s'appelle Dans la nuit. Dans le noir. Dans le noir, c'est la nuit.
Depuis quelque temps, je me suis tapi dans l'ombre. Quelque temps, dans l'ombre, je n'en suis plus sortie. Si vous voulez savoir, j'affûtais mon regard, tapis au creux de ma chambre, j'affûte mon regard dans le noir. Au creux de ma chambre, mon regard dans le noir. Essayez donc pour voir, tapissez-vous hors scène, poussez-vous de la lumière, pour ne pas qu'on puisse nous voir dans le noir. Affûtons nos regards, essayez donc pour voir, de derrière le rideau, peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Pour voir hors scène, affûtons nos regards de derrière, peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Je songe parfois combien il me plairait, unifiant mes rêves, de me créer une vie seconde et ininterrompue, où je passerai des jours entiers avec des convives imaginaires, des gens créés de toutes pièces, et où je vivrai, souffrirai, jouirai de cette vie fictive. Dans ce monde, il m'arriverait des malheurs, de grandes joies fondraient sur moi, rien de tout cela ne serait réel. Mais tout y aurait une logique autonome et superbe, tout obéirait à un rythme de fausseté voluptueuse, tout se passerait dans une cité, faite de mon âme même, qui s'en irait se perdre sur un quai, le long d'une baie paisible, bien loin au fond de moi, bien loin, et tout cela net, inévitable, comme dans la vie extérieure. Pour voir hors scène, affûtons nos regards de derrière, peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Caramel,
Deuxième invité du jour, Julien Boutard, que l'on connaît depuis 4-5 ans sous un pseudo, Orcival. C'est un nouvel album donc d'Orcival, cette espèce de musique folk chantée en français, chantée en anglais, avec des machines, mais cette fois avec des vrais instruments. Il y a des cordes, il y a des trompettes, il y a des cuivres, il y a même un joueur de cuivre qui est à ses côtés ce soir et ils vont nous jouer de la musique vivante en direct en fin d'entretien. Mais d'abord Orcival, finalement votre précédent album date déjà un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux albums? On a eu l'occasion finalement de peu vous voir et de peu vous écouter. J'ai beaucoup joué à l'étranger. Ah, formidable. Non, je déconne. Il y a des endroits où on a pu jouer. Bon, effectivement, il y a 1 an et demi où on comprend pourquoi on vous a pas entendu. C'est ça. Alors, écoute, je sais même pas, là tu me poses une colle parce que je ne pourrais pas te faire tout l'historique. En tout cas, effectivement, 2017, Like the Sun. J'ai quand même pas mal tourné, peut-être en confidentiel. J'étais un peu dans la France, mais surtout sud-ouest. J'ai pas fait des grosses dates non plus parce que je me suis économisé. Parce qu'effectivement, je sais ce que c'est que faire, par exemple, du démarchage. Je l'ai fait avec Bazar Boutique. On a été, tu vois, dans différentes strates de développement. Donc, j'ai porté le truc loin. Donc, il y a eu un moment, j'étais épuisé, j'ai arrêté ça. Et donc, pour Orcival, j'ai dit, bon, on va faire déjà un solo et prendre des lieux au niveau stade de développement qui ne te demandent pas 2 ans de booking, tu vois, faire 2 ans à l'avance. Donc, peut-être que tu as moins entendu parler de moi parce que j'ai tourné dans des petits lieux. Et le temps de construire cet album, entre-temps j'ai acheté une baraque aussi, je me suis installé en Ariège, donc je suis devenu plutôt maçon que musicien là, et puis j'ai les mains qui ont bien forci, tu vois. Je suis un pro du ciment. C'est plus facile pour faire les barrés à la guitare. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Donc ouais, il y a eu peut-être ça aussi. Et puis bon, j'ai travaillé cet album et après il y a ce qu'on sait aussi depuis 1 an et demi quand même, ça a été très compliqué parce que le monde a bien changé, quoi. Cet album a commencé à se construire à quelle époque ? Alors écoute, je pense en 2019. 2019 parce que c'est vrai que pour vous suivre depuis un peu le début, vous étiez venu nous présenter votre premier album, ça devait être en 2016, 2017 je pense. Dans cette émission. C'est vrai qu'on avait droit sur les premiers albums à une musique vraiment folk, la plupart du temps jouée en solo, avec une petite machine à côté de vous qui donnait le rythme. C'est vrai que là, on se retrouve avec une musique nettement plus travaillée, nettement plus arrangée, avec plein d'autres musiciens. Là aussi, c'est une envie de revenir à des choses que vous faisiez avec Bazar Boutique, c'est-à-dire constituer une bande et constituer un groupe de musiciens qui serait possible sur scène avec vous. Ah bah oui, carrément, quelque chose d'organique. Après, disons que le solo a été construit pour des raisons par contrainte. Dans ce milieu-là, tu vois, c'est vachement plus facile à vendre d'une part, à travailler, parce que le multifactoriel emploi du temps de toutes les bandes de musiciens, c'est devenu un espèce de casse-tête incroyable pour celles et ceux qui ont 10 groupes. Voilà, donc il y a eu un moment, peut-être un ras-le-bol, donc solo, pendant des années, puis une fois que tu as goûté au solo, bah, tu vas aller dans l'opposé, c'est très humain. Et donc là, effectivement, de remonter un trio, ça a été remonté d'abord avec Jean-Loup Perry et Florian Muller. Donc Jean-Loup Perry et Florian, ils jouent dans... j'ai oublié le nom, Teranga, par exemple. Flo, il est dans Brugge. Bon, voilà, avec leurs emplois du temps, à un moment, ils ont lâché l'affaire, donc ça a été enregistré avec eux. Et maintenant, c'est Johan Perret à la contrebasse, qui était l'ancien de El Gato Negro, par exemple, et Julien Lameras à la batterie, qui est un excellent chanteur. Donc là, on a un power trio avec vraiment du chant. Et la version quintette avec Ludo Schmitt à la trompette bugle. Par ailleurs, membre de la Baraque Afri, membre de Brecht, enfin, lui aussi, bientôt, il aura un emploi du temps où on ne pourra plus caler quoi que ce soit. J'ai du souci à me faire. Faut quand même rappeler que si effectivement on se retrouve à Toulouse avec une tapée de musiciens qui sont dans plusieurs groupes, c'est pas pour la frime, c'est qu'à un moment donné, il y a besoin de ça aussi pour croûter et que faire partie d'un seul groupe ne suffit pas souvent pour nourrir son musicien. Pour en connaître quelques-uns, en plus, ces bougres-là, ils mangent beaucoup. Donc pour revenir à votre album, comment il se construit? Parce que quand même il y a eu la période du confinement qui a dû perturber beaucoup des projets que vous aviez montés pour l'élaborer, cet album. Oui, ça a été compliqué. Alors on a commencé, je suis allé toujours dans le même studio, c'est Victor Peset, studio du Frigo Albi. C'est vraiment avec lui que je travaille depuis des années sur Bazar Boutique, le 2e album. Et donc on a enchaîné avec Orcival, et il est producteur des albums d'ailleurs.
Et donc on a commencé donc en trio. Ensuite, il y a les invités quand même qui sont venus, donc avec Ludo et aussi Hugo Collin au saxophone. C'est aussi la section cuivre de Feramia, excellent groupe occitan jazz du secteur. Donc ils sont venus faire des prises chez Victor. Il y a eu donc la cornemuse des Landes de Gascogne qui a été faite à domicile parce qu'on était en confinement. La harpe celtique, elle a été faite aussi en délocalisé. J'ai même enregistré moi mes guitares sur 2 morceaux, sur le morceau qu'on va jouer tout à l'heure, Eternity. Il a été enregistré à la maison, Weissenborn et guitare. Et la harpe aussi, je l'ai enregistré moi-même parce qu'on ne pouvait plus circuler, quoi. Donc quasi tout l'album a été fait chez Victor, il y a des choses en délocalisé. Et violoncelle, violon, on a eu la chance de pouvoir les faire in situ chez Victor. Mais tout ça a été compliqué, a pris beaucoup plus de temps. Pour les visuels, ça a été compliqué. Bon voilà, mais on a réussi à... et donc un album qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà, mais après ça a tardé parce qu'il est prêt depuis très longtemps. Mais du coup, on a dû repousser les sorties. Donc là, il a été pris chez Inouï Distribution. Il est en numérique donc depuis le 29 mai. Et il sera là, c'est la première fois que je le dis, donc c'est le 13 octobre. Non, le 8 octobre, en sortie physique. Donc, il y aura un autre événement à la rentrée. D'accord, très bien. En attendant tout ça, on va en écouter tout de suite un premier extrait. Donc, tiré de l'album, en attendant d'écouter Orcival en direct dans ce studio, tiré de l'album, donc cet album qui s'appelle Time is Coming, et le morceau, c'est Human Borders. I prefer to take the road, breathing the air on each place, traveling like a bird over human borders.
Voilà, Human Borders, extrait donc de ce deuxième album d'Orcival, Time is Coming, un album folk mais avec beaucoup de blues dans la bande de son et dans ce qui fait vos compositions. Ouais, il y a une dominante, peut-être que j'ai fait peut-être un parti pris un petit peu plus sur celui-là, parce que c'est difficile pour moi d'en faire. D'ailleurs même j'ai réduit beaucoup la voilure sur des choses que je peux composer qui ne sont pas présentes dans Orcival, effectivement, des choses qui sont plus sur les musiques du monde, le jazz et tout. Là, c'est plus mainstream, on va dire, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'assouvir aussi. Et donc, ouais, il y a des choses qui partent dans le folk, dans le blues. Avec le côté attrait pour l'hispanicité qui reste quand même. Ouais, il y a toujours deux morceaux. Après, effectivement, j'ai fait comme une petite recette, comme le premier, où il y a effectivement des morceaux un peu hispanisants comme ça, un peu sur des techniques flamenco. Et après, il y a toujours un morceau celte. Donc sur le premier, il y a Highlands avec la cornemuse, et là il y a Celtic Way avec la harpe. Avec la harpe. Donc on était, parce que c'est des choses que j'aime aussi, que à la guitare en open tuning comme ça, folk, qui sont vraiment. Alors ça, vous jouables. Allez nous expliquer tout de suite cet accordage, l'open tuning. L'accordage ouvert. Alors. Disons que quand une guitare, c'est accordé mi, la, ré, sol, si, mi. Donc quand tu grattes la guitare de bas en haut, de haut en bas, ça ne fait pas un accord, quoi. Alors que là, par exemple, j'ai un accord de ré majeur. Et donc, et ça permet quoi par rapport à l'accordage classique des guitares ? C'est plus facile à jouer ? Alors ça permet d'une part de jouer avec un bottleneck. Tu vois, cette espèce de tube en verre ou en métal qu'on se met au bout de l'auriculaire pour faire vibrer la corde et transformer le son. Ouais. Donc il y a ça. Et après moi, ça m'a permis, vu que j'ai commencé en solo, d'avoir une guitare qui résonne vraiment, tu vois, comme une cathédrale, quoi. Et de faire même des lignes de basse, tu vois. Donc tout seul déjà tu peux faire un orchestre, tu fais des rythmiques, alors qu'avec Bonjour la galère avec et en vous voyant jouer sans le côté hyper dur pour tout guitariste qui se lance dans la guitare de faire des barrés et des accords complètement barrés justement. C'est ça. Là avec un ou deux doigts qui va pincer de temps en temps les cordes, ça suffit. Donc après les difficultés sont différentes. Ouais, bon ça j'imagine que ça serait trop facile de changer d'accordage pour devenir Jimi Hendrix. Donc pour revenir un peu à cet album-là, je le disais, il y a toujours le folk, il y a le blues, il y a toujours l'Espagne au niveau des textes, parce que vous continuez à chanter en anglais. Il y a quelques textes qui sont en français, un ou deux là sur cet album. Il y en a un sur cet album, Cible Cybelle. Mais là, les textes, vous piochez l'inspiration où et les thèmes, c'est vers quoi que vous allez ? Bah écoute, c'est plutôt assez humaniste et comment dire, par exemple, on va prendre Time is Coming, le temps est venu, donc je parle vraiment, moi je suis assez soucieux et intéressé de l'avenir, de la globalité du vivant sur cette biosphère magnifique, donc forcément ça en passe par des réflexions on se demande quel est le chemin vraiment de l'humanité, quels sont les outils qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de se transformer, parce que la transformation intérieure de chacun et chacune, c'est le changement du monde. On n'a pas besoin de plus que ça, donc voilà, ça parle beaucoup de ça. Et la musique, ça reste un bon vecteur pour passer ce message-là, où ça commence pas à devenir tellement diffus qu'on n'entend plus rien. C'est-à-dire diffus. Diffus, que ça se diffuse partout. C'est vrai que de plus en plus, on a des artistes qui sont sur cette façon de construire des textes, sur cette façon d'alerter le public, mais à force d'être nombreux, on va plus les écouter. C'est un des dangers, parce qu'en plus, c'est ce qui nous pend au nez, parce qu'on voit que l'être humain a tendance, effectivement, dans le volume des informations, des flux, on est complètement submergé. Donc, effectivement, porter attention à chacune des choses, c'est plutôt délicat. Mais en tout cas, je pense pas, parce que si on fait les choses avec vérité et sincérité, il y a toujours un impact. On va toucher le cœur. On ne touche pas le cerveau des gens. C'est vraiment la vibration, l'âme des gens qu'on va toucher. Et là, il y a un outil formidable. On en discutait avec Claire et toi tout à l'heure. Parce que Ludo parlait qu'il galérait pour l'accordage parce que les tuyaux sont ainsi faits pour être plus en 440 Hz. Effectivement, moi j'ai choisi de baisser en 432 pour avoir une vibration. On croit ce qu'on croit. Moi j'ai vérifié des choses, effectivement, elle fait du bien. Elle va toucher les gens à un endroit qui fait du bien.
Voilà, donc c'est pas... Vous voulez dire que l'accordage, au-delà de la facilité pour placer ses accords, c'est aussi une façon, quand on le choisit, de toucher un peu plus le spectateur et ses tripes. Tout à fait, parce que le son c'est de la vibration et nous ne sommes que vibration, nous sommes des molécules d'eau qui vibrent et donc il y a de toute façon quelque chose. Après, on n'est pas habitué sur ces plans subtils là, on n'est pas trop dans ce registre là parce qu'on est dans une société de réponse extérieure permanente. Et effectivement, moi mon propos c'est peut-être cette réponse intérieure, essayer de donner ça dans tout dans toutes les limites que je pourrais avoir et les erreurs, mais en tout cas c'est l'intention et celle-ci quoi. Très bien Orcival, donc on va vous écouter en direct maintenant avec Ludovic Schmitt à la trompette. La scène, avant de vous écouter, la scène, il y a des choses qui sont prévues, le temps de sortir votre petit calepin électronique, parce que vous êtes sans doute comme la plupart des musiciens à Toulouse en ce moment, les téléphones doivent recommencer à sonner. Claire, c'est aussi votre cas? Oui. Oui. Ouais, ça recommence aussi à sonner. Oui, ça fait plaisir. Voilà, ça a sonné d'ailleurs pendant cette émission. Je suis sûr que c'était des gens qui vous proposaient des dates. Orcival, les prochaines pour vous? Alors les prochaines, il y en a quand même pas mal sur Toulouse si vous voulez nous voir. Donc par exemple, on a en quintette, bon, c'est pas sur Toulouse, mais Claire en a parlé tout à l'heure, c'est au Café Plume en quintette le 3. Voilà, donc le café Plume à Lautrec. Donc ce serait le 3 juillet. Ensuite, bon, c'est vers Bordeaux. Ensuite, j'ai des dates en solo, pas mal dans le Tarn. Et si vous voulez nous voir vraiment sur Toulouse, donc on va se faire un théâtre du Grand Rond le 16 juillet. C'est le 23. Voilà, je savais qu'elle était dans les et donc en même temps, on apprend que les apéros-concerts du Grand Rond recommencent. Ils font un espèce de festival dans une cour d'école. Voilà, c'est plutôt délocalisé juste à côté dans une cour d'école avec une programmation différente chaque soir. Ok. Voilà, sur l'été. Donc voilà, il y a ça. Et on a une programmation avec Chouf le 14 juillet, je ne sais pas où c'est. Là, c'est Emma du Bijou là, qui nous a calé ça il n'y a pas longtemps. On joue la Halle des Machines en trio le 30 juillet. Sur un festival aux Estivales à Gaillac en trio le 31. Et après, il y aura des choses... et il y a une date au Bijou le 13 octobre pour la sortie physique de l'album. Voilà. Très bien, on en reparlera d'ici là et à ce moment-là. En attendant, Orcival, on vous écoute. 2 mots sur le morceau que vous allez nous jouer, Harmonie? Et on hésite. Mais non, mais on va faire, du coup, si on n'en fait qu'un, on va faire un instrumental et peut-être un chanté si on a le temps. D'accord. En tout cas, le morceau qui vient s'appelle Eternity. Très bien. Ok, on vous écoute. Orcival, avec à la trompette Ludovic Schmitt pour Caramel Mousse sur Campus.
Orcival en direct dans Caramel Mou, histoire de vous rappeler que le deuxième album d'Orcival, Time is Coming, est actuellement disponible sur quelques plateformes. Et donc, on l'aura compris lors de cet entretien, à partir du 13 octobre, il sera physiquement disponible, c'est-à-dire que le CD sera sorti, quoi. Et à ce moment-là, il y aura une fête de sortie d'album qui sera donnée au Bijou. Mais on en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, en tout cas, Orcival, d'être venu nous jouer un morceau et peut-être un deuxième d'ici la fin de cette émission. Caramel Mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Jim. Daphne, I love you. Fred Thibault, joli professeur, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir petite fée de la FM, comment allez-vous? Oh ben oui, ça va, c'est bien, il y a bien longtemps qu'on va pouvoir sortir de ce studio sans se dire, ça y est, le couvre-feu est passé, c'est déjà pas mal finalement. Mais je regrette en fait. Ah ouais? Je regrette. Ah ouais, mais vous avez toujours eu des goûts douteux. Bah, si vous voulez, le fait d'être confiné, ouais. J'avais le temps un petit peu de préparer. Alors que le fait de travailler, alors déjà pour préparer c'est un petit peu plus délicat, mais j'ai tout oublié. Ah ouais. Travail. Voilà. Sur mon lieu de travail. Voilà, une journée de travail. Donc vous êtes arrivé sans DVD, sans film dans la tête, vous allez... Si, parce que j'ai un vélo, alors je suis repassé chez moi. Ah. Mais alors, évidemment, j'ai pas eu le temps de préparer. Merci, donc j'ai attrapé les premiers trucs que je trouvais. Mais il y a déjà un DVD, c'est déjà pas mal. Bah, il y en a même plusieurs, vous allez choisir. Bon, alors, allez-y. Alors j'ouvre mon petit sac, hein. Voilà, ouais. C'est en direct live. Ah ouais, entendez le bruit de la fermeture. Voilà, tout à fait. Éclair. Bon, et voilà. Et vous choisissez, vous faites vite fait votre choix. Alors, si je raconte des conneries ou si je suis pas assez long, j'en ferai 2. Ouais, mais j'avais pris 3. Mais alors là... Ah non, alors là, j'allais dire sans problème Le sang du vampire, mais que vois-je? Un film avec Tippi Hedren et sa fille Mélanie Griffiths. Oui, tout à fait. Alors ça, je ne connais pas, je veux. Vous connaissez pas Roar? Ah, Roar, je connais pas. Roar, vous ne connaissez pas Roar. Par contre, je connais très bien les deux actrices. Voilà, tout à fait. Donc Tippi Hedren, qui a été j'allais dire une muse, pas du tout une muse, une égérie d'Alfred Hitchcock, c'est elle qui jouait dans Les Oiseaux. Et Mélanie Griffiths, qui est sa fille. Voilà. En fait, Mélanie Griffiths est la fille de Tippi Hedren. Et comme on a vu dans pas mal de films des années 80-90. Ah oui, elle a tourné des films avec Brian De Palma, Le Bûcher et Vanité, elle a tourné avec Abel Ferrara, etc. Donc, ceci dit, excellente actrice qui a complètement disparu aujourd'hui, mais je crois que c'est pour des problèmes de chirurgie esthétique. Oui. Ça arrive. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Roar? Ok, alors que c'est un film complètement cinglé, ça date de 1981. Tout gamin, moi, c'est un film que j'ai pas vu en fait en salle et je le regrette. J'aurais adoré que mes parents m'emmènent au cinéma voir Roar, parce que je me souviens de ces affiches. Donc, où on voyait des lions, une espèce de village comme ça, perdu dans la nature. On fait une grande maison comme ça avec des lions et il n'y avait pas marqué comme là sur la jaquette le film le plus dangereux jamais réalisé. Il devait y avoir une accroche de film pour enfants, genre découvrez les fauves, vous voyez un petit peu dans l'Afrique profonde. Voilà, un petit peu le truc. Alors je vais remettre en situation, parce que c'est vrai que c'est complètement dingue quand on y pense. Roar, donc, qui est un film de Noël Marshall. Alors je ne sais pas combien il a fait de films, je ne sais plus. En tout cas, Noël Marshall, quand même, c'est le producteur de L'Exorciste. Mmh. C'était un mec qui était un petit peu cinglé, comme tous ces gens dans le Hollywood des années 70. Et, oui, on ne dira jamais assez le mal qu'a pu faire le LSD. Oui, non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non, pas du tout. Tout le bien qu'a pu faire le LSD. Tout le bien qu'a pu faire le LSD. Et alors, Noël Marshall, donc, était un mec un petit peu perché, qui avait une passion pour les fauves.
Voilà, il adorait les fauves. Donc il adorait les tigres, les panthères, les lions, les lionnes, etc., etc. Et quand il s'est marié avec Mélanie Griffiths, Tippi Hedren, pardon, a été complètement conquis par cet homme qui adorait les fauves. Et donc ils ont décidé de se construire une propriété. Et de mettre des fauves à l'intérieur. Une propriété aux États-Unis, on est bien d'accord? Oui, une propriété aux États-Unis avec une sorte de grand parc, si vous voulez, privé. Voilà. Et donc on y a mis des fauves dedans. Voilà. Mais alors le LSD fait que un tigre ne côtoie pas spécialement un lion. Donc si vous voulez, ils étaient, apprivoisés, mais pas dressés. Je ne sais pas si vous voyez la nuance qu'il peut y avoir. Voilà, elle est fine, mais elle existe. Et donc, Tippi Hedren et Noël Marshall se sont dit, on va faire un film avec des fauves. Ah ouais. On les a sur place. On les a sur place et ils ont fait ce truc qui est complètement hallucinant. Alors, où il n'y a strictement quasiment pas de scénario, vu que on voit cette pauvre Tippi Hedren avec Mélanie Griffiths et les fils d'ailleurs aussi de Noël Marshall, donc arriver pour retrouver donc Noël Marshall qui joue aussi bien sûr dans le film, qui a le rôle du savant bien sûr, qui est un amoureux des fauves. Et alors c'est tout un quiproquo qui va se passer avec ces animaux. Reste que ces animaux sont excessivement dangereux et que les humains ils aiment bien les croquer. Alors, je vous passe les détails du nombre de blessures qu'il y a eu sur le tournage. Il y a eu ce pauvre directeur de la photo, Jean Debon, qui a travaillé avec Paul Verhoeven, qui s'est retrouvé avec 65 points de suture. Enfin, il s'est fait quasiment scalper par un de ces joyeux félins. C'est un film qui est complètement hallucinant. Ça a dû prendre 2 ou 3 ans de travail pour tourner le film. Ça a coûté un fric insensé puisque les techniciens quittaient le plateau de tournage, ne voulaient pas rester. Parce qu'évidemment, vous allez vous faire bouffer par un tigre, ce qui est jamais plaisant. Donc en fait, voilà, il y a que cette famille là finalement qui est restée là. Quelque part, c'est bête, mais c'est un vrai film de famille, puisqu'on voit cette famille donc dans cette maison et tout. Cette pauvre Mélanie Griffiths qui a 12 ans à l'époque, je vous garantis qu'il y a une scène qui est absolument terrifiante où elle se fait plaquer en fait au sol par un tigre et qui lui mord qui lui mord le cou. Et il y a du sang. Oh. Ah, c'est terrible. Et donc il n'y a pas d'effets spéciaux. Et alors il n'y a pas d'effets spéciaux, mais alors c'est super rigolo parce que c'est super cruel. On voit ces acteurs qui essayent parce qu'il y a d'autres acteurs après dans le film, parce qu'il y a un petit peu des méchants comme ça. Mais on voit ces pauvres acteurs qui essayent de faire bonne figure quand ils sont au milieu des fauves. Et je vous garantis, il y a des plans, on en est à 60, 80 fauves dans un seul plan. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'est énorme. Et des fauves qui ne s'entendent pas, comme je l'ai dit. Évidemment. Voilà. Donc, alors on se retrouve avec une espèce de truc complètement cruel comme ça, avec ces acteurs qui ont peur et ça se lit sur le visage des gens. Et tout ça nous est vendu comme un film pour enfants. Voilà, venez découvrir la nature c'est super, la nature c'est chouette et tout, etc. Enfin voilà, ça correspond aussi aux années 70. Et écoutez, moi ce film ça m'a tétanisé, c'est une espèce d'abolition entre la fiction et le réel. Tout s'abolit ici. Je ne sais pas ce que sont devenus ces fauves, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé, mais je crois pas parce que Tippi Hedren est un peu cintrée elle aussi. Elle a toujours son parc d'ailleurs en Californie, mais il y a beaucoup moins de monde depuis ce film qui s'appelle donc Roar. Voilà, on est à la lisière du film pour enfants, du film de famille complètement dément et du documentaire animalier et du documentaire animalier qui n'en est pas réellement un, si ce n'est que oui, alors c'est peut-être la vie des fauves en Californie, quand ils ne s'entendent pas. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je conseille fortement. Ça, c'est magnifique. Il y a un Blu-ray d'ailleurs, parce que moi j'ai un DVD. Je suis un peu has-been sur ce coup-là. Il y a un Blu-ray qui existe là, avec un petit documentaire qui est pas mal fait sur le tournage. Évidemment, là, très peu de suppléments. Pourquoi ? Parce que personne ne veut parler du film. Très bien. Voilà, c'était la rareté de la semaine. Roar avec Mélanie Griffiths et Tippi Hedren. Un film donc de... Noël Marshall. Producteur de L'Exorciste. Voilà. Allez. Quoi ? Tout mène aux fauves. à qui c'est attendre. Merci Fred et à la semaine prochaine. Le bateau coule. Restez cool.
Jazz panic, swing maniac, ça m'abrite, muté, j'étais ça de ma podoc, site animal, padac, perdu sous le silencieux, j'ai pas le café qui pue des masses, exit swing par les misères, tire les barres par cœur, jazz panic, swing maniac, ça m'abrite, muté, j'étais sous de mon padac, c'est une création, padoc, transit innocente, je craque la blue note, et je me tire une balle, musette, plein cœur dans les mirettes, dit, quelle est petite élève. Bien entendu, c'est survenir, mais ça se soigne, si tu pouvais plutôt chanter l'amour, toujours l'amour, vers pâturage, coller du midi en pur, et de vers plus redor, on pourrait mieux, puis je n'en faire de ta rengaine, et si t'arrêtais de monter et de descendre de son côté, tes 50 bas côté de la rue, on pourrait s'y reconnaître, d'accord, est un con, mais tu pourrais enfin mettre de l'eau dans ton swing, si tu veux pour moi, chaque nous est responsable, blanc, rouge, rouge, clair, innocent, swing, jazz, manic, swing, maniac, Compte toujours que je scattrape au bas de la canne marade. À chaque salacune, vois-tu que je t'enclume. Alors ça c'est une petite sucrerie et pourquoi écouter la compagnie Lubat à ce moment de l'année, à ce moment de l'émission, un morceau surtout qui date de 1994. C'est vous dire si ces gens-là étaient en avance sur leur temps. André Menviel à la voix, Bernard Lubat à la voix, mais également au clavier et aux effets. Sur cet album-là, il y a aussi un tromboniste dont je ne me souviens plus le nom. À eux trois, Patrick Osier me souffle dans l'oreille Orcival qui a connu intimement la bande de Lubat à Uzeste. Donc album qui date de 1994. Et bien ces gens-là, enfin au moins Bernard Lubat et André Menviel jouent ce soir devant le théâtre Sorano sur les allées Jules Guesde dans le cadre d'une opération qui s'appelle Une soirée sur les allées, qui est montée en coproduction avec Artaud. Vous savez, l'association qui monte le festival de rue de Ramonville et dont le théâtre Sorano. Cette soirée sur les allées, dans les allées Jules Guesde, a commencé depuis déjà 2 ou 3 heures. Il y avait des spectacles de rue, une funambuliste qui jouait du fil sur les allées. Et puis à partir donc de 19h30, 20h, il y a ce concert qui va être donné par Bernard Lubat, André Menviel, avec un guitariste, Fabrice Vieira. J'avoue que là, je suis assez scotché et que je vais me précipiter aux allées Jules Guesde pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais si c'est de l'acabit de ce que l'on est en train d'écouter, on risque de passer une soirée assez joyeuse. Donc voilà, ça se passe ce soir sur les allées Jules Guesde au niveau du théâtre Sorano. Donc Bernard Lubat, André Menviel et Fabrice Vieira joueront donc sur les allées. Ce soir, il y a plein de musique à Toulouse. Par exemple, au Bijou, il y a Pahamat et Bernardo Sandoval à partir de 21h30. C'est le 3e des soirées qui leur ont été consacrées. Ils auront fait mercredi, jeudi, vendredi au Bijou. La dernière ce soir à 21h30. À la CAFPO, il y a une carte blanche à Thibault Lévesque, un photographe, cinéaste et musicien, avec au programme, à partir de 17h, le vernissage de sa dernière expo photo, qui sera suivi d'une projection de son film Nevada, et qui sera également suivi, cette projection, d'un concert en duo avec une chanteuse, Thibault Lévesque, s'occupant de la guitare. Et puis, pour aller un peu plus loin dans le week-end,
prochaine, demain après-midi, entre 16h et 19h, il y a un concert de Okidoki, la formation de Laurent Rochelle, dans le cadre des concerts en extérieur qu'organise Montastruc depuis un mois. Concert à l'extérieur à la Mouline. Donc, entre 16h et 19h, on pourra écouter Mélophonique et puis Okidoki, ce quartet de Laurent Rochelle qui avait sorti l'an dernier un album et que l'on écoute suffisamment peu souvent pour que l'on se précipite tous à Montastruc demain après-midi. Voilà, Caramel Mou, c'est quasiment terminé pour aujourd'hui. Une émission réécoutable sur YouTube et sur Facebook à l'adresse Caramel Mou Campus FM. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien. Et pour se quitter, on va écouter un deuxième morceau en direct d'Orcival et de Ludovic Schmidt, extrait donc de cet album Time is Coming, deuxième album d'Orcival dont il est venu nous parler ce soir. Je vous rappelle, début octobre, il sera au Bijou pour fêter la sortie de cet album, sorti en CD, album que l'on retrouve simplement actuellement sur les plateformes numériques. Messieurs, c'est à vous et merci pour ce deuxième morceau. Salut les filles, à la semaine prochaine. In the sky, I saw signs of a change of destination. It rose like a lion and tells us a message for all nations. The time is coming to change the way of man, to transform the world. Inside as time is coming to join your two hands to celebrate the victory on you. In the ocean I saw once defilement of the human being. He left a message in the plastic bottle, which is written, I don't care. The time is coming to change the way of man, to finally respect everything around us. Time is coming to join your two hands to celebrate the victory on you. Take the train in motion, don't stay on the door. Silence, girl, you'll be free and happy. Till this time of changing, time is coming to change the way of man, to finally respect everything around us. Time is coming, join your two hands to thank the light
given to her, that's given to her, that's given to you. Caramel.